Soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de votre émission intitulée Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on va échanger autour du thème la lutte contre l'impunité. C'est avec Maître Robert Kainga que nous allons développer le sujet du jour. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je co-présente cette émission avec Annie Chibambe. Bonjour Annie. Bonjour Patrick. Alors, première question. Sur le plan légal, comment pouvez-vous définir l'impunité? Autrement dit, comment la loi congolaise la définit? En fait, il n'y a pas une définition de la loi en ce qui concerne l'impunité. Mais l'impunité, c'est une conséquence logique de la non-application de la loi et de ses sanctions. Lorsqu'on n'applique pas la loi, on n'applique pas les sanctions. C'est une corollaire, c'est une conséquence logique de la non-application de la sanction prévue par la loi. Alors, Maître Robert, puisque nous en parlons en RDC, quelle institution pouvons-nous considérer comme responsable du manque d'application ou des normes contraignantes en vue de lutter efficacement contre l'impunité? Généralement et de manière très directe, on parlerait de la justice. De la justice parce que c'est elle qui est habilitée à appliquer la loi ainsi qu'à appliquer les sanctions qui sont prévues par la loi. Donc c'est la justice qui doit en fait combattre l'impunité. C'est avec la justice qu'on peut combattre l'impunité. La justice congolaise fait l'objet de beaucoup de critiques en RDC. Peut-on affirmer qu'elle ne joue pas suffisamment son rôle pour mettre fin à l'impunité? Non, je ne prends pas les choses de cette façon-là. Notre justice a beaucoup de problèmes. D'abord, il faut commencer par le recrutement de magistrats. Comment on a fait pour recruter les magistrats? La plupart des magistrats qui sont recrutés, c'est sur des listes de petites familles, de partis politiques, népotisme, le clientélisme. Il n'y a pas de l'objectivité dans le recrutement et la rigueur dans le recrutement des magistrats. Ça, c'est la première chose. De deux, lorsque les magistrats sont recrutés, il faut, quand vous prenez la loi sur le statut du magistrat, vous voudrez qu'un magistrat qui est recruté puisse avoir une rémunération suffisante pour lui permettre de consolider l'application de la loi et son travail. Et ce qui ne suit pas généralement, parce que nos autorités politiques ne dotent pas l'appareil judiciaire ainsi que le magistrat de moyens suffisants. Mais ce n'est pas aussi une raison pour laquelle le magistrat ne doit pas appliquer la loi. Parce qu'on est mal payé, parce qu'on n'a pas bien été, on n'est pas bien rémunéré, donc je ne dis pas correctement le droit. Non, ce n'est pas ça. Ils doivent appliquer la loi, mais il faut voir les choses dans leur ensemble. Parce que, et aussi il y a un problème très important, c'est l'interférence de l'exécutif, du législatif dans l'appareil judiciaire. Depuis la nuit des temps, surtout avec la période dictatoriale que nous avons dans notre pays, l'exécutif a toujours eu la même mise sur le pouvoir judiciaire. Mais quand nous prenons notre constitution, à l'article 40, 149, 150 et autres, le juge n'a pour autorité que la loi. Et donc, si le juge est indépendant dans sa mission, je pense qu'il appliquerait la loi. Et lorsque cela est suivi par des moyens qui peuvent le permettre d'appliquer sa politique, d'appliquer le droit, je crois qu'il le ferait. Maître Robert, les juges congolais sont souvent qualifiés de corrompus et très souvent cloués au pilori dans notre société. Mais apparemment, ils demeurent éhontés car visiblement rien ne change. Pourquoi cela? Non, je suis moi-même praticien du droit et je crois qu'il n'y a plus de honte à le dire que nos juges sont lamentablement corrompus. Ça, on ne doit pas avoir le mot, on ne doit pas chercher à inventer des termes. C'est bien de le reconnaître. Nous les reconnaissons. Mais ce que nous disons, c'est que il va falloir qu'on laisse le juge aussi faire son travail, qu'on applique les dispositions constitutionnelles qui disent qu'un juge a droit à une allocation familiale. Madame, vous vous imaginez lorsque on envoie un magistrat à l'intérieur du pays, on ne lui donne pas les billets. Il ne sait pas se déplacer avec sa famille. Et il est rémunéré, on lui paye une somme d'argent qui ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois, d'envoyer ses enfants à l'école, de se déplacer. Et vous voulez que cette personne soit confronté à une action où il doit rendre une décision d'épargner des gens qui se disputent 10 millions de dollars. Et on lui apporte 100 000. Et quand il fait le calcul, il sait que peut-être toute sa carrière n'atteindra pas son montant. Il fait quoi? Donc, il est exposé aussi. Donc l'État doit cesser de donner aux magistrats un prétexte. C'est vrai, je ne dis pas que parce qu'on est mal payé qu'on doit accepter la corruption. C'est immoral. C'est même amoral pour moi. Mais le plus important, c'est qu'il faut, quand vous donnez à quelqu'un, parce que la Constitution dit que le magistrat doit avoir une rémunération qui lui permet de consolider son indépendance. Donc il faut absolument donner aux magistrats aussi des bons moyens qui puissent les permettre à consolider son indépendance et à rendre effectivement la justice conformément à la loi.
Et ça ne suit pas aussi. Et vous savez, parmi les organes de contrôle de notre pays, pour empêcher l'impunité, c'est aussi la Cour de compte. Et vous savez qu'à la Cour de compte, jusque-là, les magistrats n'ont jamais prêté serment pour se mettre au travail. Parce que la Cour de compte doit voir les budgets, il voit les rubriques, les dépenses qui ont été effectuées, et demander le compte à toutes les institutions. Mais là, on a nommé les magistrats, mais vous savez que les magistrats n'ont jamais prêté serment pour entrer en fonction et faire le travail. C'est comme ça que nous demandons à la chef de l'État de mettre en mouvement la Cour de compte, de doter les inspecteurs des finances de moyens appropriés pour que ceux-là fassent le travail pour consacrer l'impunité. L'impunité n'est pas seulement consacrée par l'appareil judiciaire. L'impunité est aussi consacrée par le Parlement, qui a l'obligation de contrôler les ministres ainsi que le gouvernement en général, que ce soit provincial, que ce soit le gouvernement central. Et cela ne font pas. Et nos législatures passées c'était des boîtes, des caisses de résonance. Il y a même des motions fantaisistes qui ont été faites pour ce qu'on a appelé des motions alimentaires. Tout simplement parce que lorsque quelqu'un vient, il a mal agi, il y a une famille politique qui le protège au nom de la famille politique. Et cela, c'est à l'encontre des principes démocratiques, c'est à l'encontre de l'intérêt suprême du peuple. À cause des interférences politiques, la justice congolaise est de plus en plus fragilisée et les magistrats congolais sont devenus comme des lions édentés. Et alors, est-il vraiment possible de mettre fin aux interférences politiques? Non, je crois que les magistrats doivent appliquer la Constitution et la loi. Vous savez, dans ce pays, moi je connais des magistrats qui, malgré les interférences, ils restent droits dans leurs bottes, ils disent, écoutez, ici, je dois rendre la décision. Il y a un problème, une pratique qui s'est installée dans notre système judiciaire où le juge qui doit rendre la décision doit se référer à sa hiérarchie pour que sa hiérarchie puisse viser la décision qu'il doit prendre. C'est pas ce que dit la loi. Et nos juges doivent eux-mêmes se libérer. Aujourd'hui, nous avons apporté l'état des droits. L'état des droits, c'est-à-dire, à l'état actuel, l'actuel chef de l'État ne peut pas, parce que c'est lui le patron de l'exécutif, comme nous avons un exécutif qui est bicaméral, donc il est l'actuel patron de l'exécutif, il doit s'interdire de laisser les membres de son gouvernement interférer dans la justice, laisser le juge jouir pleinement de son indépendance dans sa mission. Même il y a des gens qui disent l'actuel chef de l'État, il a laissé le ministère de la Justice entre les mains du FCC et tout ça. Qu'est-ce que le ministre de la Justice a à faire dans l'appareil judiciaire? Qu'est-ce qu'il a à faire? Parce que la Constitution est claire, elle vous dit que le juge est indépendant. Il n'a qu'autorité que la loi. Donc il doit appliquer la loi. Le juge congolais doit se réveiller. Il ne doit pas pleurnicher. Il doit faire un affront. Il doit dire, écoutez, trop c'est trop. Nous vous servons généralement et demain ils sont renvoyés à la retraite et c'est la population qui commence à dire que les juges sont corrompus alors que les interférences politiques, on ne sait pas le voir parce que ce n'est pas matériel, vous ne le verrez pas. Mais vous les subissez seulement. Alors ils doivent aussi faire un effort pour ne pas subir cette pression-là. Mais néanmoins, nous demandons, parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la séparation du pouvoir. Donc chaque pouvoir doit laisser l'autre pouvoir fonctionner de manière indépendante. Donc on doit laisser, et aussi, on doit recruter au niveau du conseil de la magistrature. On doit élire les dirigeants qui sont compétents. Favoriser la méritocratie. Vous savez, moi je connais un juge très compétent, mais qui est encore au niveau du tribunal des grandes instances. Alors que le temps qu'il a mis dans la justice, il serait même à la cour de cassation. Mais vous verrez des gens, à peine recrutés en 2010 ici, il est déjà à la conseil à la cour d'appel. Par quel mécanisme? À quel moment il a appris à critiquer les décisions en appel? À quel moment il a siégé, il a appris suffisamment? Et aussi, pour lutter contre l'impunité, moi j'ai toujours suggéré qu'il y ait une école de la magistrature. C'est une école, pour moi, c'est une étape de lavage de cerveau. Quand vous êtes choisi magistrat, directement, vous ne venez pas dans la magistrature. On vous fait passer par une école de la magistrature. Dans cette école, on vous apprend les pratiques, comment il faut rédiger, comment il faut faire, qu'est-ce qu'est la moralité, comment le magistrat devra se comporter pour lui permettre de faire une belle entrée dans sa profession. Un autre concert qui a démoli la justice congolaise s'appelle la corruption, qui est devenu un véritable guet-apens. Ma question c'est, est-il possible d'éviter ce piège dans un pays où le magistrat galère? Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, je crois que la corruption a totalement anéanti notre pays et l'économie de notre pays. Il est impérieux qu'on puisse le combattre.
Et ça, qu'on puisse la combattre plutôt. Et ça, c'est un impératif pour notre pays. Et il faut mettre en concurrence toutes ces personnes qui peuvent nous aider à combattre la corruption. Notamment, je dis la Cour de compte. Parce qu'avec la Cour de compte, ils vont faire de compte à toutes les institutions. Alors, il y a de l'argent qui sont affectés à une telle mission, et quand ce n'est pas bien utilisé, je crois que le juge, les magistrats de la Cour de compte peuvent interpeller tous ces gens-là. Les inspecteurs des finances, la justice elle-même. Il ne faut pas qu'une justice attende que le chef de l'État leur donne des injonctions. Chacun doit faire son travail, c'est l'État de droit. Vous ne devez pas attendre que le chef de l'État vous dise poursuivez tel qui a... Non, dès que vous apprenez qu'il y a un problème, ouvrez le magistrat. Mais en tant que garant de la nation, pourquoi pas? Non, je ne dis pas que le chef de l'État ne peut pas donner, par les biais du ministre de la Justice, ne peut pas donner des injonctions. Mais je dis que le magistrat eux-mêmes, parce que c'est dans leur mission aussi, dès qu'ils apprennent qu'il y a un problème, par exemple, dans une institution de corruption, ils doivent s'intéresser eux-mêmes. Ils ne doivent pas attendre que le chef de l'État les dise « allez-y faire ». Parce que les magistrats du parquet ont pour une mission de rechercher les infractions et de déférer leurs auteurs devant la justice. Alors, il ne faut pas seulement, chacun doit faire son travail. Il ne faut pas que les chefs de l'État viennent se substituer en magistrat ou qui viennent à tout moment vous rappeler vous devez faire votre travail. Ce n'est pas ça. Même vous êtes journaliste. Lorsque votre DG ne doit pas vous dire que, écoutez madame, pour faire votre travail de journaliste, il faut venir le matin, il faut faire... Non, il n'a pas à vous dire. Vous savez même que parce que je suis journaliste, je suis engagé à PIC, je dois me déplacer, à telle heure, je dois être au travail, à telle heure, je dois faire ça. Tu dois faire ta tâche. Il ne faut pas qu'à tout moment qu'on te rappelle. Si on doit te rappeler ta tâche à tout moment, c'est peut-être bien aussi, mais on va mal t'écouter aussi. Donc je pense que la justice, on doit faire un effort. Et la corruption, les gens voient la corruption dans un sens beaucoup plus... dans un seul sens. Il y a deux sens. Il y a le corrompu et le corrupteur. Et il y a ceux qui vont aussi corrompre le juge. Je crois qu'à ce moment-là, il faut travailler la moralité des gens, travailler les enfants. Vous avez des enfants à la maison, il faut pas, il y a des séparants. Nous, à notre époque, quand nous on a étudié, mon père par exemple, quand tu reprends l'année, tu reprends l'année. Et donc, il n'a pas à changer d'école. Mais qu'est-ce qu'on constate qui dit ça? Un enfant qui a échoué ici, on le prend, on l'amène dans une autre école, il est dans une autre dans une classe. Moi, j'ai horreur à ces pratiques. Moi, et à mes enfants, je ne permets pas des choses comme ça. Tu as échoué, tu reprends l'année. Comme moi, on m'a fait aussi à l'époque quand j'étais enfant. Et ça, on apprend aux enfants la corruption sans le savoir. Donc l'enfant sait qu'il peut échouer ici et trouver des mécanismes pour se trouver dans une autre école. Et donc c'est comme ça petit à petit. Et à l'université, et quand il grandit, et quand il devient une autorité, il sait que non, si c'est que je n'ai pas pu gagner directement ici, je peux le gagner par d'autres magouilles, je peux le gagner par une autre façon de faire. La corruption, c'est un mal qu'il faut dénoncer dans notre pays. Et moi, c'est un mal absolu qu'il faut dénoncer. Mais est-ce que, oui ou non, beaucoup de verdicts sont rendus dans la loi du plus fort ici, dans le pays? Non, je crois que, en ce qui concerne les décisions judiciaires, il y a beaucoup... Vous me mettez dans une situation très difficile. Je suis avocat, je connais quand même beaucoup des réalités de la justice. Et effectivement, vous savez, la justice élève une nation. Et ça, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible dit il n'y a pas de plus grand péché lorsqu'on considère un coupable pour un innocent et un innocent pour un coupable. C'est ça l'injustice en fait. Donc, cette justice doit cesser d'être une justice qui est à double vitesse, qui est une justice qui est celle de toile d'araignée où les mouches peuvent s'y faire éprendre et les hirondelles y passer à une vitesse de croisière. Je crois qu'il faut qu'on recadre un peu notre justice. Les décisions qui sont rendues, effectivement, je vous ai dit quelque chose ici de très important, c'est qu'aujourd'hui, quand un juge doit se prononcer, il doit se référer à sa hiérarchie. Mais non, le juge rend la décision, il n'a que l'autorité que sa loi. Il a l'autorité que son intime conviction. Comment il doit se référer à sa hiérarchie? Donc la hiérarchie a un système de visa. Donc la hiérarchie doit viser. Donc quand la hiérarchie doit viser, dire oui, je suis d'accord, prononce. Et demain, quand il y a prise à partie, c'est le juge là qui a pris la décision qui doit répondre devant le juge de prise à partie. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on voie, qu'on restructure toute notre administration de la justice. Elle est pourrie. Il faut qu'on puisse que le chef de l'État actuel doit sévir en réalité. Il doit sévir, mais aussi, j'ai toujours dit, il faut doter les magistrats de moyens. Parce qu'il est aussi difficile. Vous êtes un père de famille, vous voulez que vos enfants soient bien éduqués, qu'ils ne soient pas amoraux, qu'ils aient une bonne éducation. Mais demain, ces enfants, vous ne leur donnez pas l'argent pour aller au cours. Et vous voulez que les enfants soient bien éduqués. Ils vont aller à l'école comment? C'est ça aussi le problème. Il y a aussi ce problème-là. Pourquoi la justice ne doit pas être considérée comme toutes les institutions?
Pourquoi le Parlement, il y a de l'argent, les gens y entrent pauvres, ils ressortent avec de moyens. Le gouvernement, c'est un moyen de s'enrichir rapidement au détriment des autres. Les gens y vont, vous voyez comme la bagarre qu'il y a aujourd'hui, les baratiers et tout ça. Ils se battent parce qu'ils savent que c'est là où c'est un pactole, où on peut s'enrichir aussi facilement au détriment des autres. Mais alors qu'en réalité, la justice, vous savez, quand les magistrats meurent, je ne suis pas leur défenseur, moi je ne suis pas défenseur de magistrat, je suis avocat, je ne serai jamais magistrat dans ma vie. Donc, quand les magistrats meurent, ils font la cotisation pour l'intérêt. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que la loi dit qu'il a droit aux allocations familiales, il a droit à tous les avantages dus aux magistrats, il ne les a pas. Il a droit à un logement, il a droit à un transport, il a droit aux allocations familiales, il a droit à beaucoup de choses qu'on ne lui donne pas. Et un magistrat, quand il meurt, ce sont ses collègues magistrats qui doivent se promener avec un cahier qui de 20 $, qui de 50 $, qui de 20 $ pour enterrer un magistrat qui a servi la nation. Mais il faut voir quand les musiciens meurent ici. Même les comédiens, quand ils meurent, c'est tout le monde qui va apparaître. Mais pour les gens qui ont servi le pays, ou qui servent le pays à relever, parce que la justice élève une nation, les gens qui sont dans l'élévation de cette nation-là, ils sont abandonnés. Et pourquoi? C'est quoi que je crois qu'à un moment donné, il y a des choses que nous n'apprécions pas avec les magistrats. J'ai toujours dit, je le dis et je le répète, c'est pas parce qu'on est mal payé qu'on doit accepter la corruption. Et c'est pas parce que moi je manque l'argent que je peux aller casser la maison pour voler. Je ne le ferai pas. J'accepterai, rester chez moi, aller chez un ami, prêter l'argent, mais je n'irai pas casser un magasin, une banque pour prendre l'argent. Donc, et aussi, c'est parce qu'ils sont mal payés qu'ils doivent, quand on est mal payé, on démissionne, ou on fait la pression. Et une pression, comme le prévoit la loi, il y a la grève, il y a des revendications, par des mouvements syndicaux, ils peuvent mener leurs actions pour réclamer leurs droits. Plusieurs magistrats ont été revoqués pour avoir commis des abus insupportables. Mais la question que je me pose, pourquoi ceux qui sont là ne tirent pas de leçons du passé? Non, ben c'est parce que je crois qu'il y a le cas de 300 magistrats, à l'époque avec Mouzé. Mais depuis lors, quels sont les magistrats qui ont été révoqués pour mauvaise conduite? Il n'y en a pas. Il n'y a presque pas. Soit on les envoie à la retraite et tout ça. Et dernièrement, on a révoqué quelques magistrats. Mais quand vous regardez ces révocations-là, dans la plupart des cas, c'était des règlements des comptes. Pas des règlements, c'était des règlements des comptes. Bon, mais le problème est que lorsqu'on continue, vous savez, lorsqu'il y a quelqu'un qui est bien payé, on vous dit par exemple, aujourd'hui, un magistrat touche 2 000 $ ou 3 000 $. Un magistrat touche 3 000 $. Personne ne va vouloir gâcher son travail pour un 10 000 qu'on lui propose. Parce qu'il sait que dans 10 mois, il peut avoir plus qu'on lui propose aujourd'hui. Or, avec cette corruption, son travail peut s'interrompre dans peu de temps. Je crois que les magistrats, il faut sévir. Et ça, généralement, le poisson ne pourrit pas par la tête, par la queue, le poisson pourrit par la tête. Donc il faut commencer à sévir au niveau de la tête. Il faut recruter de nouvelles figures. Et il faut avoir de nouveaux magistrats qu'il faut recruter. Il faut vraiment nettoyer tous ces magistrats corrompus, les envoyer à la retraite. Et aussi, nous devons aussi, moi j'ai toujours dit qu'il faut aussi prévoir ce que j'ai toujours appelé la surveillance citoyenne. Il faut qu'on arrive à se surveiller nous-mêmes. Qui a déjà, vous savez tout ce que nous dénonçons ici, il y a des gens qui sont bénéficiaires de cette impunité-là. Il y a des gens qui sont bénéficiaires de cette impunité, il y a des gens qui sont bénéficiaires de cette corruption et qui ne peuvent pas dénoncer. Vous comprenez? Et moi, j'ai toujours dit que le magistrat congolais a dépassé le niveau de la corruption. Il est au niveau de la concussion. Parce que la loi vous dit par exemple, en tant que magistrat, vous avez 30 jours pour rendre vos décisions. Lorsque vous allez au-delà de 30 jours, on ne fait rien contre vous. On ne fait rien contre vous. Alors qu'en réalité, on devait vous interpeller pourquoi vous allez au-delà de 30 jours, sans rendre la décision. Et vous sanctionnez. Et ça ne se fait pas. Les gens, ils prennent les affaires en délibéré, 2 mois, 3 mois, et ils ne se prononcent pas, en toute impunité. Voilà, pour être plus pragmatique, nous allons nous appesantir sur la Cour constitutionnelle. Les dernières élections présidentielles et législatives continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive, car nombreux pensent que le verdict rendu à ce sujet ne reflète pas la vérité des urnes. Alors, quelle est votre analyse quant à ça? Non, je crois que il faut d'abord que ceux qui nous suivent sachent. C'est facile à comprendre. La Cour constitutionnelle, elle n'est pas totalement une Cour constitutionnelle judiciaire, juridique. Parce qu'elle est mi-judiciaire, mi-politique. Pourquoi? Parce que le recrutement des animateurs de cette Cour, le juge de la Cour, de la Cour constitutionnelle, tous ne sont pas des magistrats de carrière. La Constitution prévoit à ce que
3 magistrats doivent provenir du Conseil supérieur de la magistrature, donc 3 de carrière, 3 doivent provenir, qui sont des juristes, il n'est pas dit nécessairement qu'ils doivent être de magistrats. Donc 3 proviennent du Parlement, qui est un organe éminemment politique, et 3 proviennent du chef de l'État qui doit les nommer, donc un organe aussi éminemment politique. D'une telle juridiction, lorsqu'on va l'analyser sur le plan de droit, vous devez comprendre qu'il y a une dose de politique qui entre. Et cette dose de politique, elle emporte toujours la saveur de droit. Vous verrez que les magistrats seront minorisés, donc on aura 3 magistrats face à 6 politiques qui seront là. Vous voyez par exemple le maître Nkoulou, qui est un acteur actif du PPRD. Et vous le prenez, vous le placez à la Cour constitutionnelle. Vous pensez qu'il au lendemain, il dira le droit contre le PPRD. Donc c'est ça en fait le problème qu'il faut. Il faut refondre tout ça. Il faut refondre tout ça pour trouver des animateurs qui ne sont pas en réalité des politiques. Parce que quand vous prenez quelqu'un, un politicien, vous me prenez moi, je suis membre du CACH, vous me mettez là-bas, et il y a élection demain, vous pensez que, humainement parlant, en tant que politique, je verrai l'intérêt de ma plateforme politique. Et donc c'est ça le danger qu'il y a. Et moi je pense que les magistrats de la Cour constitutionnelle, avec ce qui vient de se passer, il y a beaucoup une honte pour eux. Moi, à leur place, j'étais missionnaire. Il y a les Sambo, il y a d'autres juges qui avaient démissionné bien avant eux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous êtes dans une logique d'une interprétation d'une erreur matérielle. Mais vous vous permettez de bypasser. En réalité, d'aller vous comporter comme un juge d'appel en modifiant les arrêts. Ça, c'est un précédent fâcheux pour notre pays. Et vous avez évoqué la question de la vérité des urnes. Là, je pense que politiquement, il y a quelque chose à dire. Et le candidat malheureux Martin Fayoulou, il a failli une très belle occasion. Parce que en justice, en droit, il y a un principe qui dit celui qui allègue les faits doit en apporter la preuve. Vous ne pouvez pas vous permettre, au niveau de la popularité, au niveau politique de la carrière de Martin Fayoulou, il ne peut pas se permettre d'aller en justice sans de preuves. Madame, c'est une légèreté dans la saisine de la Cour. Il n'a pas de preuves. Il n'a pas brandi de preuves à la Cour constitutionnelle. Il pouvait brandir de preuves pour dire, écoutez, moi j'ai gagné les élections, voici la preuve que j'ai gagné les élections. Et cette preuve-là, c'est pas comment la Senco qui devait lui apporter ça. C'est pas un peu une habitude dans notre pays, après chaque élection? On a vécu ça en 2011, on l'a vécu en 2018. Oui, en 2011, on a vécu ça, mais l'ancien leader maximum de l'UDPS n'était pas allé devant la Cour suprême de justice. C'était par contre Vital Kamere qui était parti. Lui avait tiré les conséquences. Il avait dit que je n'ai pas confiance en cette justice, eh bien, je ne saurais pas aller. Mais pour les autres, ils sont partis à la Cour constitutionnelle. Dès que vous êtes à la Cour constitutionnelle, vous devez apporter la preuve. Et là, la justice ne statue pas sur base de témoignages des observateurs, parce que la loi électorale elle-même prévoyait que ce qui devait avoir de PV, il n'y avait que les témoins, pas les observateurs. Alors, pensez-vous qu'avec l'avènement du nouveau président de la République, la Cour constitutionnelle sera transformée en une cour capable de dire le droit? Non, je pense que le chef de l'État doit prendre une décision beaucoup plus politique que de droit. Il doit pousser ses juges à la démission et partir. Parce que juridiquement parlant, la loi prévoit qu'il y ait changement de 3 juges après chaque 3 ans. Et après chaque 3 ans, le Parlement nommera un juge, envoyera un juge, les chefs de l'État envoyera aussi, et les conseils supérieurs de la magistrature envoyera un autre. Donc, il nous sera impossible de refondre totalement cette Cour constitutionnelle. Il sera impossible. Parce que le chef de l'État n'aura à nommer qu'un seul. Alors, les autres, vous savez que c'est le FCC qui est majoritaire dans les 2 chambres. Et donc, ils proposeront le leur encore. Ne soyez pas surpris qu'ils proposent Aubin Minakou, par exemple. Et vous pensez qu'il y aura quelque chose qui va changer. Donc, on ne sortira pas de l'auberge. On ne sortira pas de l'auberge. C'est vrai que le chef de l'État doit apporter l'impulsion. Si aujourd'hui, tout le monde sait que l'actuel chef de l'État laisse la justice faire son travail, je pense qu'on peut quelque peu sortir de l'auberge. Mais moi, je pense qu'il faut refondre. Pour refondre, parce que, vous savez, le fruit pourri finit par contaminer des bons fruits. Donc, il faut faire un effort pour les éradiquer, les soustraire le plus tôt possible au milieu des bons fruits que nous devons entressemer. Mais si la justice, on rend à la justice son indépendance, je pense que tous ces gens-là peuvent être exorcisés. Peuvent être exorcisés, comme le disait le maréchal Mobutu,
lorsqu'on reprochait à l'époque le doyen Kalongo qui était son état de cabinet, il dit, mais ce type, c'est de l'UDPS. Il dit, non seulement, même s'il est de l'UDPS, mais moi je vais l'exorciser. C'est-à-dire que je veux le faire vomir ce qu'il a dedans et lui introduire ma nouvelle vision. Le chef de l'État peut aussi arriver à ça. Mais moi, je parle ici, vous me demandez, moi je dis, il faut refondre. Et pour refondre, juridiquement parlant, c'est pratiquement impossible. Donc il faut peut-être une décision politique, pousser ces gens-là à la démission et nommer d'autres nouveaux animateurs de l'institution. Voilà, plusieurs députés nationaux validés et puis invalidés, d'autres qui ont échoué et finalement validés et enfin invalidés. Bref, il y a une cacophonie incommensurable à la base d'une pente de discorde entre acteurs politiques. Qui est responsable de tout ça? Je crois que c'est une honte pour la Cour constitutionnelle. C'est vraiment une honte pour la Cour constitutionnelle. Mais le problème est celui-ci. Vous savez, moi, je ne voudrais pas... ils auraient dû mieux faire. Parce que quand on parle d'une erreur matérielle, ce n'est pas refondre la décision. C'est que, par exemple, je donne un exemple, on a calculé 10 plus 5, ça fait 15. Mais on a écrit 14, on a écrit 13. Au lieu de 15, on a écrit 13. Là, il y a une erreur matérielle. On se voit que le nombre de 13 ici, c'est 15. Mais lorsqu'on refond la décision, lorsqu'on apporte d'autres motivations, lorsqu'on apporte d'autres dispositifs, et là, en ce moment-là, on constate que dans le comportement du juge qui a traité ces affaires en interprétation, l'a fait comme juge d'appel. C'est comme s'il revenait, alors que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, d'aucune voie de recours. Donc quand le juge de la Cour constitutionnelle se prononce, on ne peut plus attaquer ces décisions-là. Et cela aussi, c'est dans l'optique de ce que Rubens dit, qu'il faut qu'à un moment donné que le procès s'arrête. Parce que c'est pour ça qu'on a doté certaines institutions judiciaires d'un pouvoir absolu. Quand lui a rendu la décision, c'est fini, on s'arrête. Parce qu'il y aura toujours un mécontent. On n'ira pas de procès en procès. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête. L'autre problème qui est aussi très important, c'est dans le fonctionnement. Vous savez, les institutions ont été aussi mises en place dans la précipitation. Je crois que le pouvoir en l'ancien pouvoir était en train de chercher des béquilles, comment se pérenniser au pouvoir. Alors il fallait créer des institutions, mettre certaines institutions en place pour pouvoir trouver le mécanisme pour s'étaler définitivement au pouvoir. Mais quand vous regardez, la loi sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit qu'il y ait de référendaires, de juges, je crois des référendaires, qui doivent accompagner. Donc chaque juge constitutionnel, chaque juge de la Cour constitutionnelle doit avoir un cabinet, avec, je crois, 6 ou combien de référendaires, qui doivent l'aider à travailler. Mais ils sont au nombre je crois, de 60 ou combien. Ils n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour leur payer, pour qu'ils soient avec eux, pour les aider dans leur travail. Vous voulez qu'ils sont en face de plus de 10 000 recours, qui doivent se prononcer dans un délai, je crois, de 1 mois ou 2. Comment ils vont travailler? Tout ça aussi, ce sont des problèmes qu'on doit améliorer avant aussi de se mettre à trop les critiquer aussi. Donc, je crois que je ne veux pas dire que ce sont eux vraiment le diable, même s'ils peuvent l'être dans l'ombre, mais de manière très apparente, l'État aussi donne à ces juges-là des justifications. Vous voulez dire par là que la responsabilité est partagée? Non. Je ne dis pas. Je dis qu'il ne faut pas leur donner un prétexte. C'est-à-dire que le prétexte, c'est qu'ils se disent, écoutez, moi je suis là, je devais avoir autant de référendaires avec moi qui devaient m'aider dans le travail que je fais. C'est comme vous êtes là, vous avez les secrétaires, vous avez les gens qui... Vous êtes DG, vous avez des gens qui travaillent avec vous. Mais vous vous retrouvez seul DG là-bas. Vous devez être là-bas, vous devez être là-bas, vous devez être là-bas. Et on va vous demander, non, voilà, vous avez mal géré ici, alors vous êtes seul. Donc là, il y a un prétexte, quelqu'un peut se justifier, dit non, je n'ai pas bien travaillé parce que j'étais seul, je devais être au four et au moulin. Mais si on lui met dans des conditions aussi, on lui donne tout ce que la loi lui prévoit. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas des choses que moi je demande pour qu'on lui donne. Ce sont des choses qui existent de par la loi et prévues par la loi. Il faut seulement qu'on les applique pour qu'il n'y ait pas un prétexte. Alors, après toutes ces irrégularités observées, est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle sont encore crédibles pour continuer à représenter notre pays dans une institution aussi stratégique que non, à mon avis, non. Non. À mon avis, s'ils avaient un peu de la fierté, un peu de sens du respect humain, de leur honneur, ils auraient dû démissionner. Ils sont appelés à disparaître dans ce cas. Disparaître, je n'ai pas ce pouvoir-là de le confirmer, mais moi je dis que s'ils avaient un peu de l'orgueil de soi, de l'estime de soi, avec tout ce qu'on est en train de décrier sur ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, moi je pense qu'ils devaient démissionner pour besoin de l'honneur, tout simplement.
Ouais, sur le plan scientifique, les juges de la Cour constitutionnelle font partie de notre intelligentsia, mais il se pose un problème d'éthique et de morale. Qui, selon vous, devrait recadrer les choses? Je vous ai dit ici que nous avons un système pour le choix des juges de la Cour constitutionnelle. C'est que c'est le Parlement qui désigne un membre. Je crois que nos parlementaires doivent aussi être des hommes aussi avec une bonne moralité. Et il faut aussi que dans nos maisons, que nous commençons déjà. Si quelqu'un, vous voyez par exemple mon sénateur, tout le monde, c'est des notoriétés publiques qui ont été élus sur base d'une élection de corruption, sur base d'une élection tronquée, et ce sont de l'argent. Mais des gens comme ça, vous attendez quoi d'eux? Est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là un très bon choix objectif? Parce qu'il a été élu lui-même sur fond de la corruption. Donc, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si on a été élu par corruption, on pourra chercher des gens qui peuvent vous permettre de vous sécuriser dans votre comportement antisocial. Alors, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, que suggérez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle? Oui, je vous ai dit tantôt ici, pour moi, le chef de l'État doit avoir une décision courageuse. Et cette décision, d'abord, elle est politique que juridique. Parce que juridiquement, il faut attendre chaque 3 ans pour renouveler. Il faut pousser tous ces gens-là à la démission et que le chef de l'État peut en ce moment-là repartir sur de nouvelles bases. L'autre aspect, c'est que l'exécutif doit cesser de s'impliquer dans la justice. Laisser le juge faire son travail, laisser le juge, que le cabinet du chef de l'État, que tous ceux qui sont autour du chef de l'État, que le chef de l'État n'aime que le gouvernement, que personne, que la justice soit libre. Dès qu'un ministre a commis une infraction, et que la justice soit libre de faire son travail sans interférence aucune. Je pense que le chef de l'État actuel, on l'a appelé Maboko Pembe, donc il n'a rien à voir avec la justice congolaise, et donc il va quand même laisser la justice faire son travail, parce que lorsqu'on est trop compromis aussi dans l'ancien chef de l'État, tellement qu'il était trop compromis dans beaucoup de dossiers, il avait peur que la justice fasse son travail, parce qu'on pouvait aussi remonter les filières vers lui. Et c'est comme ça que parfois il était obligé d'étouffer certains dossiers, c'est à ses avantages, mais l'actuel chef de l'État n'a rien à voir avec tout ça, qu'il laisse la justice faire son travail. Alors, maître, existe-t-il au niveau de la justice une instance dont le travail consiste à moraliser le magistrat pour pérenniser le Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui le juge des juges. Et donc, il juge ses pairs. Donc, ils sont là, ce sont eux qui doivent sanctionner les juges sur le plan disciplinaire. C'est l'organe disciplinaire de juge. Donc cet organe disciplinaire donc, voit la déontologie des magistrats, si le magistrat a respecté la déontologie, ou si le magistrat a bien fait son travail, cet organe disciplinaire peut le faire. Mais les justiciables aussi, ils peuvent amener le juge à prise à partie. J'ai une procédure qui est prévue à la Cour de cassation, lorsque un juge a usé de dol, il a favorisé l'une des parties, ou il a refusé de dire le droit, alors que son obligation est de dire le droit, vous pouvez l'amener dans une procédure qu'on appelle une procédure de prise à partie aussi. Le président Félix Antoine Tshisekedi doit tout faire pour mettre fin à l'impunité. Mais d'autres, certains le qualifient encore de fantoche. C'est votre cas aussi? Je voudrais parler, parce que ici, on n'est pas beaucoup plus politique, on est beaucoup plus juridique que vous m'avez amené sur cette pente-là. Je voudrais d'abord parler, nous sommes dans quel régime de pouvoir? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et le chef de l'État, dans notre système, c'est que lorsque vous êtes élu chef de l'État, vous devez avoir un Parlement, une majorité au Parlement qui doit vous accompagner. Lorsque vous n'avez pas cette majorité, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous pouvez aller en cohabitation. C'est-à-dire le Parlement désigne son Premier ministre et le parti majoritaire au Parlement dégage son Premier ministre, il forme son gouvernement, il vient le proposer au chef de l'État. Et les ministères régaliens, ce sont des ministères de collaboration avec le chef de l'État. Là, vous collaborez. Non, ces ministères, on doit collaborer sur le choix des individus. Mais le Premier ministre est issu de la famille politique qui est majoritaire au Parlement. Et le chef de l'État doit cohabiter avec ce Premier ministre. L'autre hypothèse, c'est de la coalition.
Donc le chef de l'État peut, parce que selon notre régime semi-présidentiel, le chef de l'État a le pouvoir, il a un pouvoir résiduel. C'est-à-dire, tous les actes qu'il pose doivent être contresignés par le Premier ministre. Donc l'ordonnance du chef de l'État, pour qu'il y ait la valeur juridique et toute sa substance d'application, il doit être contresigné par le Premier ministre. C'est vrai qu'il y a des actes aussi unilatéraux que le chef de l'État prend, qui ne doivent pas être contresignés par le Premier ministre. Notamment, par exemple, quand il nomme le Premier ministre, il n'a pas besoin de contreseing. Il le nomme dans certains actes individuels. Mais lorsqu'il doit prendre, il doit nommer un mandataire, il doit faire ceci pour le Premier ministre et il doit signer. Mais le pouvoir, quand le président de la République, il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir parce que rien ne peut se faire sans lui. Nous tendons vers le régime présidentiel. C'est un présidentiel, nous tendons vers un régime présidentiel où tout le pouvoir est concentré entre les chefs de l'État. Et donc, je pense que c'est à tort qu'on considère que c'est un postiche, comme l'a dit un journaliste sur la RFI. Ce n'est pas exactement ça. Le chef de l'État, il a le pouvoir qu'ils sont reconnus par la Constitution. Mais nombreux pensent que le président Tshisekedi va échouer car l'impunité va croissante et cela se voit à la belle étoile. Vous confirmez cela? Je pense qu'on ne doit pas s'improviser à un prophète de malheur. Et qui a besoin de voir le chef de l'État échouer? C'est qu'on n'aime pas ce pays. Je crois que le credo de tout le monde devait être celui de voir ce pays avancer, de le souhaiter. Parce que l'impunité, monsieur le journaliste, c'est pas le chef de l'État seul, c'est nous tous. Nous tous. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis avocat. Il y a des gens qui viennent, quand c'est son frère, quand tu dois les défendre, même s'il a commis des délits, non, maître, en tout cas. Tous ces gens que vous voyez, non, on a violé une fille de mineure, tout ça. Mais la famille du violeur, quand elle vient vers nous en tant qu'avocat, elle nous demande de faire quelque chose. Elle va voir le juge. Pourquoi elle ne dit pas que non, mon fils a violé, que la loi lui soit appliquée? Pourquoi on ne dénonce pas les Koulouna? Pourquoi on ne dénonce pas les Koulouna? Nous habitons avec eux. Qui peut dénoncer son fils qui est allé casser chez le voisin? Il a fait. Qui de nous Africains ici? Qui le fait? Donc, je pense que nous devons tous nous mettre au travail. Et je crois que à l'état actuel de la souffrance du peuple congolais, un tel discours ne peut pas se tenir. Nous devons tous, vraiment, on n'a pas de choix que de souhaiter à ce que le chef de l'État fasse quelque chose. Il fasse quelque chose. Et là, moi, je l'ai toujours dit, il faut absolument que nous puissions être le plus positif possible pour le permettre de réussir son mandat. Sinon, c'est le chaos. Alors, maître, le Congolais ne savent rien de l'accord entre Kabila et Tshisekedi. Est-ce que le président Tshisekedi peut sanctionner aujourd'hui Kabila si on constate les abus à travers sa gestion de 2001 en 2018? Je voudrais ici revenir sur cette histoire d'accord. L'accord de gouvernance a été signé. Il a été publié par le CACH. Moi, je suis du CACH, je suis porte-parole et je suis communicateur. Je sais qu'il y a l'accord de gouvernance qui a été signé entre nous, le chef et la famille du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour la gouvernance. C'est-à-dire, ils ont la majorité au Parlement, nous avons la présidence et nous devons gouverner ensemble. On a signé un accord et on va mettre en place un comité de suivi de cet accord. Je ne sais pas si vous avez un autre accord, que vous nous le produisiez, parce que moi, je ne peux pas faire des supputations. Ex nihilo ni le fit. Du néant, rien ne peut sortir. Nous ne va pas réfléchir en vie dans l'air. Ne me demandez pas de réfléchir de cette façon-là. S'il y a un accord qui existe entre Tshisekedi et Kabila, mais que moi je ne connais pas, on n'est pas liés. Parce qu'il y a le principe de la relativité du contrat. Mais le plus important de votre question, c'est de savoir, est-ce que l'actuel chef de l'État peut mettre en accusation, peut soutenir l'accusation de l'ancien chef de l'État? Je pense que le chef de l'État, pendant sa campagne, je ne sais pas si vous avez été parmi ceux qui l'ont soutenu, mais nous sommes parmi ceux qui l'avions soutenu et nous avons lu son programme. Il s'était lancé dans la logique de ne pas faire la chasse aux sorcières. Il dit, écoute, j'arrive au pouvoir, ce qui est passé, moi je laisse tomber, nous recommençons sur de nouvelles bases, nous allons. Vous savez, madame, je suis tenté de vous dire que si aujourd'hui on doit poursuivre les acteurs politiques, celle Tshisekedi sera au-dessus de la mêlée et tous les autres seront impliqués. Je peux vous le démontrer. Chez nous, au CACH, notre tête de cabinet a travaillé avec Kabila. Le tête de cabinet a travaillé avec Kabila. Fayou a travaillé avec Kabila. Il était le président du groupe parlementaire de l'AMP au niveau de l'Assemblée provinciale. Mbemba, vous savez ce qu'il a fait dans ce pays. C'est d'abord un ancien rebelle, c'est un belligérant. Et je veux vous citer encore qui? Adolphe Mouzito, M. Milmaison. On n'en parlera pas assez.
Vous savez qu'Adolphe Muzito avait engagé des conseillers, même des blancs comme conseillers, au niveau de la primature. Vous savez que M. Adolphe Muzito est le seul chef de l'État de l'époque de Joseph Kabila, alors qu'il y avait une corruption structurée. Il a dit non, non, papa, il a même retiré la signature. Vous savez ça? Alors, si on doit poursuivre Kabila, c'est tout le monde qui sera arrêté. C'est tous ces gens-là. Et je vous dis, si on poursuit, c'est peut-être nous autres ici qui n'allons pas nous retrouver, parce que nous n'avons jamais touché à la caisse de l'État. Nous n'avons pas le sang entre nos mains. Mais quand vous prenez tous ces gens-là, les Mbemba et les autres, qui veulent peut-être faire de la morale aujourd'hui, ils ont été avec Kabila. Le plus important, c'est que le pays décolle. Si Mandela avait fait ce que vous nous demandez de faire ici, l'Afrique du Sud ne serait pas au top de 5 pays d'Afrique. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise, on arrête et on avance. Et on doit d'abord avancer. Mais vous savez, il y a des infractions imprescriptibles. Aujourd'hui, si nous dotons de notre justice de moyens efficients et d'une bonne administration de la justice, ceux qui ont commis des actes répondant de leurs actes sans que le chef de l'État ne soit impliqué et que la justice elle-même fasse son travail. Est-ce que Tshisekedi est-il différent de Kabila car la corruption demeure? Non, je pense qu'il est trop prématuré. D'abord, Tshisekedi est issu d'un parti de masse. Tshisekedi est arrivé au pouvoir par des méthodes purement démocratiques. Et puis de deux, Tshisekedi n'a pas encore géré. Quand vous regardez, il est arrivé au pouvoir, il a pris officiellement le pouvoir le 24 avril et le 24 janvier 2019. Il a été élu le 30 décembre 2018. Et le Parlement a été mis en place au mois de mai, parce que même s'il avait nommé le Premier ministre, est-ce que les gens disent non, ça fait 8 mois, 6 mois qu'on n'a pas le gouvernement? C'est faux. Parce que même si les chefs de l'État avaient effectivement nommé un Premier ministre, depuis le jour où il avait pris les fonctions, le Premier ministre ne serait jamais investi, faute du Parlement. Donc le Parlement n'a existé et a été officiellement installé, et les élections de son bureau n'ont eu lieu que au mois de mai. Et donc, nous pouvons compter maintenant, c'est fait 3 mois que nous n'avons pas de gouvernement. Parce qu'on commence à compter ça au moment où le Parlement a été investi totalement, où l'Assemblée nationale a existé, où le bureau définitif, parce que le bureau provisoire ne peut pas investir un gouvernement. Et depuis que l'Assemblée nationale a été régulièrement investie, donc vous voyez que les gens sont en train de se précipiter pour trouver un gouvernement. Avant de quitter cette page, est-ce qu'aujourd'hui le président actuel aura le courage de faire un audit sur la gestion de Kabila? Non, mais je vous ai dit ici, ce n'est pas l'audit. Je vous ai dit que nous devons mettre en place la Cour de compte. C'est ce que je vous ai dit. Parce que c'est la Cour de compte qui doit faire ce travail. Mais Kabila s'était organisé pour que le magistrat de la Cour de compte ne puisse pas prêter serment. Parce que c'est qu'ils doivent contrôler le budget, la loi budgétaire. Et ce sont parce que toutes les dépenses qui doivent être effectuées doivent être envoyées à la Cour de compte. La Cour de compte sait suivre. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, le Parlement avait pris la loi budgétaire, c'était 100 millions. Combien ont été utilisés et ils ont été affectés en quoi? Quel est le travail qui a été fait? C'est la Cour de compte qui doit suivre ça. Et les magistrats de la Cour de compte doivent prêter serment pour avoir la possibilité de mener leur action. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc maintenant, ce que moi je demande, c'est qu'il faut qu'on mette en place la Cour de compte pour qu'elle fasse son travail. Et je pense que il faut qu'on arrive à doter de la justice de moyens. Et la Cour de compte fait partie de notre arsenal juridique. Parlons un peu des avocats congolais. Nonobstant les arguments que vous pouvez présenter dans un dossier, les juges congolais n'obéissent qu'à la loi du plus fort. Vous sentez-vous offusqué? Vous savez, l'injustice ne profite à personne. J'ai toujours dit, faisons des lois justes pour tout le monde. Appliquons la justice. Parce que la justice, en fait, c'est quoi? Quand on définit la justice, dans la définition la plus simple, la justice c'est l'application de la loi. La justice, c'est le rétablissement de l'équilibre rompu. Et pour apporter la paix sociale. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être bénéficiaire d'une injustice. On vous donne raison là où vous n'en avez pas. Mais le jour où on va vous appliquer les mêmes règles, vous voyez pourquoi le FCC s'agite? C'est parce qu'ils ont été injustes. Et aujourd'hui, ils ont peur qu'on leur applique la justice
qu'eux considéraient comme, qui est devenu pour eux une injustice aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'eux appliquaient hier, ils ont peur qu'on leur applique ça. C'est ça en fait là leur agitation. Or, s'ils avaient été justes, personne ne pourrait se précipiter à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc leur comportement témoigne de ce qu'ils ont fait. Faisons des lois justes, soyons justes, appliquons la justice, pour que demain, quand vous n'êtes pas dans le poste où vous êtes, quand on va vous appliquer les mêmes méthodes, que vous puissiez dire oui, effectivement, c'est juste qu'on me l'applique parce que c'est ça qui est prévu par la loi. Et je me sens, vous savez, c'est comme ça que je vous ai toujours dit, personnellement, je ne serai pas magistrat. Vous savez, j'ai eu un problème avec ma mère qui veut coûte que coûte que je devienne magistrat. Moi, je dis, je ne peux pas devenir magistrat. Je vais avoir la conscience tranquille. Tout simplement ça. Donc, je vois ce qui se passe. Si vous n'êtes pas un avocat suffisamment aguerri, vous pouvez faire une crise. Parce qu'il y a des choses tellement que nous subissons chaque jour. Tu dis, mais comment le juge est-il arrivé à un raisonnement? Il y a même des jugements qu'on appelle les jugements dos à dos. C'est-à-dire une décision où il n'y a ni perdant ni gagnant. C'est-à-dire que le juge, c'est-à-dire qu'il a eu la possibilité de toucher de deux côtés. Donc il a bouffé de l'autre côté, il a bouffé de l'autre côté, et il vous produit un monstre juridique. Il vous produit un monstre. C'est-à-dire qu'il n'y a ni content ni mécontent. Vous vous dites, mais cette décision, on va faire quoi? Vous ne savez pas ni l'exécuter, donc vous êtes là tous, vous allez en appel. Donc tout le monde est non, on fait les coups, tout le monde va en appel. On fait des décisions comme ça. Justement, dans l'exercice de votre profession d'avocat, quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés, personnellement? D'abord, notre plus grand défi, c'est que nous plaidons pour que le juge dise le droit. Vous savez, aujourd'hui, lorsque un client sait que l'avocat a développé des bons moyens, il a bien plaidé, mais il sait qu'il doit sortir 10 000 $ pour aller voir un juge, il ne te paye pas tes honoraires. Il préfère aller donner au juge et puis de mettre le mot au monite. Et l'avocat est de côté dans la misère. Donc, aujourd'hui, quand les juges ne disent pas le bon droit, nous, notre métier est sacrifié. Or, si je sais que mon client a raison, je veux me battre en justice. Mon âme d'avocat me dit que ton client a raison et vas-y. Je me bats, je sais qu'avec les moyens que j'ai développés, je veux gagner le procès. Et puis je gagne le procès, je suis payé mes honoraires, on me paye mes honoraires calmement et l'avocat est riche. Vous voyez comment nous, on est pauvres, on n'est pas comme vous. On est pauvres, pourquoi? Parce que, effectivement, nous ne savons pas jouir de notre travail. Les Congolais, d'abord, sont majoritairement pauvres. C'est difficile de trouver un client congolais qui puisse bien te payer. Ce n'est pas de sa faute, c'est une fonction de l'État qui est mal payé. Il va te payer quoi en tant qu'avocat? Donc, ce sont les défis que nous avons. Lorsque les gens, on aura l'émergence de la classe moyenne, et nous aussi, en tant qu'avocats, nous savons qu'il y a l'émergence, il y a des investisseurs, il y a des sociétés qui viennent, ils auront besoin des avocats. Il y a la classe moyenne qui est là. Quand vous me consultez, je viens, vous me payez mes honoraires, vous me payez tout ce que la loi exige pour payer un avocat. Et je crois que ça sera être bon. Et quand le juge dit le bon droit, si je constate que je n'ai pas raison, je négocie avec la partie adverse pour trouver un compromis à l'amiable. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est un principe. Ou soit quand je vais à un appel, donc que le droit c'est quand même dit. C'est tout simplement ça. Si le droit est mal dit, madame, je vous dis, nous souffrons dans notre métier. Certains avocats sont souvent accusés d'être à la base du trafic d'influence selon qu'ils sont clients de telle ou telle autorité politique en vue de gagner leur procès. Est-ce que cela est autorisé par la loi congolaise? Le trafic d'influence est une infraction de la Congolaise. Donc si un avocat use de ces moyens-là, ce sont des moyens qui ne sont pas des moyens légaux. Je crois que et quand vous en avez de preuves, vous pouvez porter plainte contre lui. Il n'a pas à user de ce moyen-là pour ça. De toutes les façons, moi-même, si je suis l'avocat de Tshisekedi, ça ne veut rien dire. Parce que je traite avec lui en tant que client. Moi, quand vous êtes mon client, rassurez-vous que nous parlons en client. J'en ai aussi quand même quelques clients, des autorités avec qui, quand ils viennent à mon bureau, on discute. Je n'ai pas besoin de ce qu'il est. Et effectivement, c'est ce qui les avocats deviennent des inféodés. Des inféodés de leurs clients. C'est pas bon. L'avocat a la déontologie. C'est ça la formation. Je crois qu'à mon barreau de Kinshasa-Gombe, on fait quand même un effort de former des avocats à respecter la déontologie. Alors, maître, nous chutant, si vous étiez demandé de refaire la vie, accepteriez-vous d'être encore avocat? Oui. Pour moi, c'est absolu. Il n'y a pas plus meilleur que ça dans le monde. Être avocat, ça c'est une âme pour moi. Et je suis un homme le plus comblé de la vie parce que j'ai rêvé depuis mon jeune âge de devenir avocat et je le suis devenu. Et ça, c'est une grande fierté. C'est un défi que j'ai réussi dans ma vie.
Voilà, comment pouvez-vous conclure cet entretien sur la lutte contre l'impunité puisque nous touchons déjà vers la fin? Je voudrais tout simplement dire qu'il faut appliquer la sanction. C'est l'absence de la sanction qui appelle l'impunité. Il faut absolument que l'actuel pouvoir, le chef de l'État, que nous soutenons, puisse vraiment faire un effort pour que la justice soit réellement indépendante, doter la justice des moyens, sévir, nettoyer, et qu'il y ait vraiment absence qu'on applique la sanction qu'il faut à chaque comportement. Merci Maître Robert Kainga d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission dont le thème était la lutte contre l'impunité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.